RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Chers amis auditeurs, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Luc. Bonjour Christian. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre le manche. Tu vas nous parler de l'APL, je crois. Ouais. C'est un sujet vaste, un sujet sensible. Ouais. C'est important, enfin, il y a une grande importance en ce moment donc à la CLC, parce que nous avons une action dessus. Alors surtout, il faut que les gens sachent qu'il y en a beaucoup qui croient que l'APL, c'est réservé aux gens qui ne travaillent pas. Oui, ceux qui foutent des feignants. Des feignants. Tu peux le dire tel que, c'est comme ça que c'est. Et on dit aussi souvent, ah ouais, mais ça c'est pour les logements sociaux. Voilà. Eh bien, pas du tout. Voilà, c'est pour les logements sociaux et pour les autres. Pour des feignants peut-être, mais pas que, puisque nous avons quelqu'un dans notre résidence qui vient de bénéficier de l'APL et qui travaille à temps complet dans une entreprise de la métropole. Alors donc depuis le début de Citoyens au quotidien, donc c'était quand même fin 2017 qu'on a démarré nos émissions, on a souvent abordé des sujets en rapport avec le logement, que ce soit le bail ou contrat de location, que ce soit les états des lieux, entrée, sortie. On a parlé aussi de l'assurance habitation, des charges et réparations locatives, mais on n'avait jamais vraiment traité de l'APL. Alors l'APL, c'est l'aide personnalisée au logement, c'est une aide financière pour aider les locataires aux faibles revenus à payer le montant de leur loyer. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert qu'à ça, que pour payer le Alors, loyer. il y a une petite partie pour les charges. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour aider à payer ça. Il y a d'autres aides, mais là, aujourd'hui, on va parler que de l'APL. Donc, l'APL, elle est versée tous les mois, puisque dernièrement, on me demandait, mais je l'ai reçue, mais je ne vais peut-être pas la recevoir les autres mois. Si elle est accordée, et tant que les revenus ne changent pas, que la composition familiale ne change pas, elle est versée donc tous les mois. Donc, pas systématique, il y a des fois où ça peut sauter. Ça, on va le voir après. Tu ne dévoiles pas ce que je vais dire avant. Non, parce que j'ai déjà entendu des gens dire j'ai touché l'APL le mois dernier, et puis là, j'ai pas reçu. Alors, donc il y a toujours des raisons. Voilà, il y a toujours une raison derrière. Donc il y a deux organismes qui servent l'APL. Il y a la CAF, Caisse d'allocation familiale, pour les personnes, les locataires qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, parce que la CAF, c'est de la sécurité sociale. Et puis la MSA, la mutualité sociale agricole, pour les personnes qui relèvent du régime agricole, que ce soit les exploitants ou les salariés. Je croyais que ça avait été groupé, ça, qu'il n'y avait plus que... Je croyais que c'était groupé. Non, c'est dans les tuyaux, ouais. le regroupement des deux. C'est dans les tuyaux depuis longtemps, alors. Voilà, mais c'est le RSI qui a été fusionné avec le régime général, pas encore la MSA. Donc, comment savoir si on peut percevoir l'APL, puisqu'on peut se poser la question. Donc, la question, on peut se la poser avant d'entrer dans un logement, mais aussi quand on est déjà locataire. Voilà, donc comme tu le disais, on entend souvent, c'est uniquement pour ceux qui ne travaillent pas. Pas du tout, donc il faut toujours vérifier. Et pour ça, il y a un simulateur. Il y a un simulateur donc, sur le site de la CAF, mais également sur le site de la MSA. Grâce à ces deux simulateurs, on peut vérifier rapidement si oui ou non on peut bénéficier de l'APL. Donc il y a des gens qui travaillent à temps partiel qui peuvent bénéficier de l'APL. À temps partiel, à temps complet. D'accord. Ou ne pas travailler, ou avoir aussi les personnes qui ne travaillent pas, par exemple quelqu'un qui a la AH, etc. Enfin, voilà. Je fais l'étonner, mais... Voilà, tu fais bien l'étonner, ça c'est l'ingénu de service. Personne ne croira que je ne sais pas. Donc bien sûr, c'est une allocation, donc il y a des conditions à remplir. On l'a pas comme ça. Voilà, donc qu'on dépende de la CAF ou de la MSA, les conditions sont les mêmes. Pour l'occupant ou les occupants, d'ailleurs, il faut être locataire. Il n'y a pas de condition d'âge. Ah bon ? Non. Donc si tu es à la retraite, tu peux avoir l'APL ? Si tu es à la retraite, tu peux avoir l'APL et tu peux même l'avoir si tu es mineur. Ah ça, je ne savais pas. Voilà. Si tu es mineur, mais mineur de fonds ? Non, pas mineur de fonds. Mineur en âge. Le bail doit être établi au nom du ou des parents. Par contre, pour un mineur émancipé, le bail est alors établi à son nom propre. D'accord. Il commence à prendre des responsabilités. Quoi. Voilà, puisqu'il est émancipé, il peut signer aussi son contrat de location. L'APL ne peut être attribué que pour un seul logement, le logement principal, pas une résidence secondaire. C'est dommage. Oui, en même temps, si on a une résidence secondaire...
Peut-être pas besoin de l'APL. Moi, je dis ça, je dis rien. L'APL donc, est aussi attribuée quelle que soit la nationalité. C'est pas une histoire de nationalité. Qu'on soit de nationalité française ou étrangère, qu'on soit originaire de l'Union européenne ou hors Union européenne. Mais dans ce dernier cas, il faut être titulaire de la carte de séjour en cours de validité. Oui, c'est normal, ça. Voilà. Mais c'est pas de dire non plus... C'est pour dire, comme les gens qui disent souvent, les étrangers ont tous les droits. Voilà. Non, un étranger qui arrive et qui n'a pas sa carte de séjour, d'abord, il ne pourrait pas rentrer en HLM. Ça aussi, il faut le dire. Et il lui faut sa carte de séjour pour avoir après de l'APL. Oui, on parle de quelque chose qu'on vit aussi là dans un dossier de quelqu'un qui était avec une femme espagnole et qui, en fin de compte... non, pas espagnole, marocaine. Mais avec une carte de séjour espagnole et qui n'a pas pu signer de contrat de location. Et qui n'a pas pu avoir le logement à l'époque. Voilà. C'est ça. Par exemple, les couples les ex-couples qui ont des enfants en garde alternée, parce que ça se produit de plus en plus souvent. C'est vrai qu'auparavant, quand un couple divorçait, c'était souvent la maman qui avait la garde de l'enfant et le papa qui recevait l'enfant le week-end. Là, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont en garde alternée. Eh bien, chaque parent peut obtenir l'APL, mais l'APL tiendra compte du nombre de jours de présence. C'est très important, ça. Il faut vraiment appuyer là-dessus parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà. Donc, c'est selon le nombre de jours de présence, ce qui est normal, puisque si on ne va pas payer une APL, on ne va pas tenir compte d'une présence complète et entière d'un enfant s'il est là que la moitié du temps. Et l'APL, donc, vaut pour l'ensemble des occupants. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder, la CAF va vraiment regarder la composition totale des occupants du logement. Donc ça veut dire que là, on a un dossier là où notre adhérent ils viennent d'être divorcés et donc quand il a les enfants qui viennent, il peut participer, il peut bénéficier de l'APL. Si c'est de la garde alternée et si c'est marqué sur le contrat de divorce, sur le jugement de divorce. Si c'est simplement un arrangement entre les parents, que ça n'est pas marqué. Voilà, il faut vraiment... parce qu'après, c'est normal. Ça ne peut pas être du déclaratif, il faut que ça soit vraiment quelque chose de réel et de prouvé. C'est logique. Donc voilà, c'est pareil. C'est quand on dit que les CAF ou MSA attribuent sans rien regarder, c'est pas vrai. Il y a des conditions. J'entends déjà des trucs comme... l'État n'a pas besoin de savoir. Voilà. Des trucs comme ça. Et c'est une allocation. Oui. C'est une allocation, c'est une aide. Les APL, c'est aussi la sécurité sociale, ça dépend aussi de cotisations. Donc, c'est normal qu'il y ait des règles à respecter pour pouvoir en bénéficier, quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même quand on est en colocation, il y a quelquefois des jeunes qui vont prendre un plus grand appartement, mais ils vont être, mettons, à 3 ou à 4. À partir du moment où il y a bien le contrat de location qui va être signé par chacun peut percevoir une part d'APL qui correspond donc à ce qu'il paye au fait qu'ils sont en colocation. Donc ça, c'est important aussi. Alors là, on était sur le demandeur. Le logement, donc il doit être situé en France. Si on habite, je dirais au Luxembourg, en Allemagne, on ne peut pas avoir l'APL. Il faut que ça soit, on le disait tout à l'heure, une résidence principale. Il faut que le logement respecte des critères de décence et des conditions minimales d'occupation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'APL attribué pour un logement qui serait non décent. Et aussi, il y a des conditions minimales d'occupation parce qu'on ne va pas non plus percevoir une grosse APL parce qu'on a décidé de louer un grand logement si on est tout seul, quoi. Et puis, il faut aussi que le logement soit conventionné pour l'APL. Pour les autres aides, c'est différent, mais pour l'APL, il doit être conventionné, donc la quasi-totalité des logements HLM sont conventionnés. Il y en a quelques-uns qui n'y sont pas. Et dans le privé, est-ce qu'il y a des logements qui sont conventionnés ? Oui, tout à fait, puisqu'il y a des logements dont les locataires bénéficient de l'APL. Donc là, il y a une convention de signer avec la CAF. D'accord. Donc on a vu les conditions à remplir par le locataire, par le logement. Et maintenant, donc, il y a les ressources. Donc, c'est une allocation, c'est une aide. Donc, il y a une condition de ressources à remplir. Mais ça veut dire quoi, ça ? À chaque fois, quand c'est écrit, ça, sous condition de ressources, point d'interrogation. Voilà. Donc, les ressources ne doivent pas dépasser certains plafonds de ressources qui sont en fonction de la composition de la famille et du lieu du logement.
C'est-à-dire que les ressources à ne pas dépasser, par exemple, ne vont pas être les mêmes ici, à Nancy, sur la région Nancenne, la Meurthe-et-Moselle et la région parisienne. Il y a quand même toujours, pour un tas de choses, il y a un distinguo entre la région parisienne et ça, on le sait comment et le reste de la France. Et bien ça, c'est simplement aussi marqué sur... on trouve ces barèmes, on les trouve sur le site aussi bien de la CAF ou simplement en allant sur le moteur de recherche et en cherchant les ressources à ne pas dépasser. Parce qu'en fait, en plus, les ressources à ne pas dépasser vont dépendre du type de logement. C'est-à-dire que les logements, les loyers et les ressources à ne pas dépasser, etc., pour d'autres choses, ça dépend aussi des moyens de financement. Donc là, voilà. Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut pouvoir se connecter par Internet. Voilà. Et comme pour beaucoup de choses. Et si on peut pas ? Mais en même temps, même avant, quand il n'y avait pas Internet, on n'avait pas accès du tout. Donc il faut voir le côté positif. Quelquefois, voilà, maintenant Internet, on a quand même accès à beaucoup de choses. C'est vrai que si on n'est pas connecté, si on ne sait pas, on a passé un âge. L'autre jour, une personne chez nous, qui est adhérente chez nous, 93 ans, eh ben non, Lucienne, elle n'a pas Internet, ça c'est sûr. Elle l'a même jamais eu. Mais des fois, des personnes plus jeunes qui n'ont pas non plus. Donc on peut s'adresser à ce moment-là directement à la CAF. On peut s'adresser directement à la CAF. Et en plus, par exemple, pour savoir si, avant d'entrer dans un logement, si on s'adresse à un bailleur social, le bailleur social regarde, selon les ressources de la personne, s'il peut avoir droit à l'APL, puisque dans les commissions d'attribution, pour les personnes qui siègent, pour les représentants de locataires, on a également le montant du loyer, le montant des provisions pour charges, et on a également en face l'aide possible au titre de l'APL. Donc ça veut dire que le bailleur fait le nécessaire et quelquefois c'est même aussi le bailleur qui va faire les démarches. Donc là, tu es en train de dire là que si on va rencontrer une assistante sociale du département, on peut avoir des réponses. D'accord. Oui. Ils ont aussi cette possibilité-là de regarder. Et bien sûr, pour l'APL, il faut déclarer sa situation réelle. Dernièrement, j'ai eu une question qui était posée sur notre adresse mail, où la personne me disait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on veut habiter ensemble, mais on est tous les deux retraités, on perçoit tous les deux de l'APL pour les logements qu'on a actuellement. Si on se met ensemble, si on déclare qu'on est ensemble, on va peut-être toucher moins d'APL ou peut-être plus du tout, parce que les deux retraites cumulées, ça pourrait faire dépasser. Et bien là, à un moment donné, c'est soit on reste chacun chez soi, mais là, c'est des personnes qui habitent pas tout près, à une centaine de kilomètres, donc là, il y a toujours des frais de kilométrage. Et puis, soit si on désire vraiment vivre ensemble, à la CAF, on déclare qu'on vit ensemble, qu'on a des ressources ensemble. Et puis, parce que ne pas tout déclarer, c'est quand même une fausse déclaration. Et la CAF, en cas de fausse déclaration, peut déclarer que c'est une fraude. C'est bien pour ça que les bailleurs sociaux demandent tous les ans, font une demande de... Voilà, tous les ans, il y a une enquête chez les bailleurs sociaux pour connaître, alors pas forcément tout le temps les ressources, mais pour connaître à minima la composition du logement, des ménages qui sont dedans. Voilà. C'est uniquement pour ça. Il y a deux enquêtes chez les bailleurs sociaux. Il y a une enquête ressources pour éventuellement demander aux locataires de payer un supplément de loyer, parce qu'en HLM, le logement social, c'est pareil, c'est pour des personnes ayant des revenus qui sont en dessous de certains minima. Donc, si on a vraiment des ressources qui sont vraiment trop élevées dans une proportion importante, on peut être amené à payer du surloyer de solidarité. Donc, il n'y a pas de question comme ça dans le privé ? Non, parce que dans le privé, on peut habiter comme on veut. La différence entre le logement privé et le logement social, c'est que le logement social bénéficie de subventions, d'aide à des prêts, etc., ou à des prêts plus intéressants pour pouvoir dire de construire ou de faire des réhabilitations. Ce que je veux dire, c'est que quand même, quand on est dans les logements privés, on peut percevoir aussi de l'APL, quoi. Ouais. Mais là, par contre, c'est la CAF qui fait ses propres enquêtes. Il est demandé aux allocataires CAF d'actualiser leur situation. D'accord. Donc, de savoir si les personnes sont toujours bien présentes, etc. Bon, le seul souci, apparemment, pour la CAF, c'est que leurs enquêtes sont complètement dématérialisées. Donc, quand les personnes ne sont plus dans le logement, que c'est quelqu'un d'autre, ils ne le savent pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question, justement, de savoir si les personnes, justement, percevaient, si c'était tout le temps, l'APL. La CAF ou la MSA peuvent suspendre, donc, l'APL. Il y a plusieurs cas dans lesquels ça peut se produire. Il peut y avoir si le logement ne respecte pas ou plus les critères obligatoires de décence. On a eu certains dossiers, nous, des personnes qui avaient déclaré l'indécence, etc.
de leur logement. Par exemple, si cette non-décence, alors la non-décence, elle peut être due au propriétaire, parce qu'il y a eu, je dirais par exemple, une fuite au niveau de la terrasse et ça se retrouve dans les logements, il y a de l'humidité, etc. Ou ça peut être par exemple des VMC qui ne fonctionnent pas, un défaut d'aération de la part du propriétaire. Ça peut être aussi une non-décence, ça peut venir aussi du locataire. Complètement. Par exemple, un locataire qui est atteint du syndrome de Diogène, la non-décence, ce sera de son fait à lui. Même si il est médicalement... voilà. Mais par contre, là, quand c'est suspendu, ce n'est quand même pas perdu. C'est quand même... Voilà, c'est pas perdu. Alors, déjà, quand ça, cette non-décence, le propriétaire a obligation, par exemple, de faire des travaux. Il a un certain délai pour le faire. S'il ne le fait pas, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir suspension. C'est pas suppression, c'est suspension. Suspension, ouais. Et l'APL peut être redonnée après s'il y a le constat que les travaux ont été faits, ont été bien faits, que la décence est retrouvée dans le logement. S'il a bien respecté les délais, le propriétaire va recevoir à nouveau l'APL et va recevoir ce qu'il n'a pas eu pendant le laps de temps où il y a eu cette suspension. Par contre, le locataire, lui, même s'il se dit que son propriétaire traîne pour faire les travaux, lui, il a obligation de payer sa part de loyer. Pas le loyer complet, mais bien le loyer diminué de l'APL que devrait percevoir le propriétaire. La deuxième situation pendant laquelle l'APL peut être suspendue, c'est si le locataire, par exemple, refuse que des agents viennent vérifier la décence du logement. Et c'est qui vient de contrôler que le... Alors, il y a quoi? C'est le CAL sur la Meurthe-et-Moselle? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mais ça peut aussi être la police municipale. Voilà, ça peut être la police municipale qui vient vérifier. Si vraiment le locataire se plaint d'indécence, mais qu'en même temps, il ne laisse pas rentrer quelqu'un dans le logement pour vérifier que c'est décent ou pas, et ben là, l'APL peut être... Oui, là, tant pis pour lui, s'il ne veut pas... Voilà. Mais il y a ce cas de prévu. L'APL peut être aussi suspendue si le locataire ne paie plus son loyer depuis 2 mois. Il faut quand même là que la CAF soit prévenue. Voilà. Alors, les bailleurs sociaux préviennent. La CAF, ils le font. S'il y a plus de 2 mois, ils le font. Ceux qui ne le font pas, quelquefois, c'est les propriétaires privés. Parce que quelquefois, les propriétaires privés, je pense, peuvent se dire du coup, je ne vais plus du tout même toucher cette partie-là d'APL. Il y a aussi certains, parce qu'ils savent aussi que derrière, il peut y avoir le démarrage d'une mesure visant l'expulsion. Donc voilà, c'est ça qui peut quelquefois freiner les petits propriétaires. Puis bon, c'est pareil, c'est d'autres démarches à faire. Donc voilà, c'est ce qui peut aussi freiner ça. Donc le propriétaire, là, dans ce cas-là, est obligé de signaler donc le cas du locataire à la CAF ou à la MSA. Et puis il y a également, par exemple, si l'APL peut être suspendue aussi si le locataire ne fournit pas les justificatifs indispensables au maintien de l'APL. Quand on parlait tout à l'heure justement des personnes de nationalité étrangère qui sont nées hors de l'Union européenne et qui doivent fournir un titre de séjour en cours de validité. Donc la CAF, elle va entrer dans sa base, elle va indiquer que le titre de séjour, il est valable jusqu'à telle époque. Si le locataire ne fournit pas une nouvelle carte de séjour en cours de validité, eh bien, l'APL est suspendue. D'accord. Mais pareil, je pense également, si jamais c'est suspendu et que que la demande a bien été faite dans les délais, que c'est un souci peut-être plus dû à la préfecture, je pense qu'il y a aussi des possibilités pour que l'APL soit reversée. C'est la même chose, je ne l'ai pas dit dans le cas précédent, dans le cas où le locataire ne paye pas son loyer pendant 2 mois, même s'il y a une procédure pour aller vers une expulsion qui est engagée, le locataire qui s'engage et qui respecte... Pas de paiement pendant 2 mois, c'est pas de l'expulsion, c'est... Voilà, il y a déjà un commandement de payer, etc. C'est l'annulation du bail. Voilà, mais après qui peut mener, si ça ne se règle pas, ça peut mener vers ça. Mais même si ça va très loin comme dans la procédure, à partir du moment où le locataire s'engage à respecter un échéancier pour régler sa dette et qu'il le respecte, la CAF repaye déjà une certaine partie, s'assure pendant un certain temps que le locataire respecte bien et là, après, reverse l'entièreté de la somme qui était due. D'accord.
Citoyens au quotidien sur RCN. Alors Sylvie, il y a encore quelque chose que tu voulais dire là, à propos des APL ? Ouais. Alors, je vais passer après sur la lecture du communiqué de presse qui a été rédigé par la CLCV. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les aides au logement dont dépend l'APL représentent en moyenne 219 € par mois et par ménage en 1923. Oui, 1923. En 2023. Et visent plus de 70% des ménages les plus pauvres. Malgré un contexte inflationniste sans précédent, la part de l'APL dédiée au paiement des charges énergétiques n'a pas augmenté depuis 18 ans. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on reçoit de l'APL, il y a une partie qui est dédiée au loyer et il y a une autre partie qui est dédiée aux charges pour aider justement les locataires à payer les charges parce que bon, il peut y avoir des charges personnelles, mais il y a aussi des charges d'entretien, l'entretien des espaces verts par exemple. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Il y a l'entretien aussi des extérieurs, le ramassage des papiers, le nettoyage des cages d'escalier, etc. Et ça représente quand même aussi un certain coût. Donc, la part donc, de l'APL dédiée au paiement des charges, notamment énergétiques, parce que c'est pareil, il y a aussi, au niveau des charges énergétiques, il y a par exemple, et même si les bailleurs font de gros efforts, il y a tout ce qui va concerner, par exemple, l'éclairage des parties communes, des escaliers, des ascenseurs et tout ça, des paliers, ça représente comme une somme importante, et je le dis bien, même si les bailleurs font de gros efforts à rechercher des solutions pour que ce soit moins énergivore, mais le prix de l'électricité, le prix du gaz pour le chauffage, c'est là, et on peut pas faire autrement. Donc la CLCV a lancé début du mois donc une campagne pour demander justement cette revalorisation de la part liée aux charges de l'APL. C'est au moment où l'État envisage de supprimer l'APL. Voilà. Donc c'est contradictoire. Voilà, nous on est en contradiction totale. Donc avec l'État. Donc je vais vous faire la lecture du communiqué de presse. Alors c'est peut-être un petit peu long, mais c'est le communiqué de presse donc, qui est paru le 8 avril 2024. Il a été rédigé par la Confédération parce que ces questions-là, je dirais, qui concernent toute la CLCV depuis Marseille jusque Tourcoing, Nancy, enfin tout ce qu'on veut, c'est du domaine de la Confédération. Oui, mais à mon avis, que tu fasses lecture complètement du communiqué de presse, c'est important parce que il est quand même complexe. Voilà. Et en faire une contraction... Non, c'est pas possible. Pour moi, c'était... Ou alors je suis pas assez douée, peut-être, je ne sais pas. Non, à mon avis, il faut tout dire là. Voilà. Donc je vais vous lire le communiqué de presse, je vais essayer de faire au mieux. Donc le secteur du logement a connu depuis une vingtaine d'années de nombreuses crises successives qui ont grévé chaque échelon de son économie. Pour le locataire du parc privé comme social, le constat est amer. Les dernières années propulsées par le Covid, puis la crise énergétique, pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat. Les Français ont eu à supporter une augmentation considérable de leur facture d'énergie. La facture d'électricité, par exemple, a explosé de 200% depuis 2006, donc 45% lors des 2 dernières années. C'est énorme. Le forfait charge, partie intégrante des APL, permet de soutenir les familles face à une partie de leurs factures, eau, électricité, chauffage. Ce dispositif n'a connu depuis 2006 qu'une très maigre revalorisation, totalement décorrélée de l'évolution du coût de la vie. Par exemple, la prise en charge de ces factures représentait en 2013 42%, avec un forfait charge à 52,93 €. Elle n'est que de 18% en 2023, alors que le forfait charge est passé de 52,93 à 58,08 €. Donc on passe, voilà, cette prise en charge elle est passée de 42 à 18%, enfin c'est une baisse incroyable. Donc après déduction du bouclier tarifaire et des aides exceptionnelles. Les locataires pris à la gorge face aux impayés. Les effets de ces crises cumulées se font largement sentir pour l'ensemble des locataires qui se trouvent pris à la gorge face à des factures toujours plus élevées. Dans le secteur social notamment, on constate une importante hausse des impayés. Selon une enquête réalisée par l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, en février 2024, 25% des locataires présentent un impayé. Ils étaient 3% en 2020. Oui, mais c'est justement... c'est une information qui est complémentaire avec l'explosion des dossiers de surendettement. Voilà.
Donc, on ne peut pas sacrifier les APL sur l'autel des finances publiques. Le budget APL représente pour 2024 16,66 milliards d'euros. Pour rappel, les locataires ont subi en 2017 une baisse de 5 € émanant du gouvernement, suivie d'une désindexion de l'inflation annuelle. En 2021, une réforme venait compléter cette casse à travers la contemporanéisation APL en temps réel, puisqu'avant on était sur les 12 mois, etc. Là maintenant c'est vraiment actualisé, qui a réduit le budget APL de 1,2 milliard d'euros par an. Le gouvernement a par ailleurs supprimé en 2018 l'APL accession qui permettait à des ménages de devenir propriétaires pour la première fois. L'État abandonne les locataires depuis 18 ans et menace même de baisser, voire supprimer intégralement les APL, d'après de nombreux médias. La CLCV demande ainsi un forfait charge rehaussé à 100 € par mois, afin que celui-ci couvre au moins 30% des charges dues, soit un taux de solvabilisation similaire au niveau de 2017. Nous demandons également que ce forfait soit indexé sur l'inflation. Ainsi, les ménages les plus modestes pourront disposer du pouvoir d'achat nécessaire au paiement des charges locatives et auront une solution pérenne face à l'évolution des prix de l'énergie. Donc la CLCV appelle les Français, qu'ils soient propriétaires, locataires, copropriétaires, locataires en HLM, en habitat, enfin en logement privé. Donc la CLCV appelle donc tous les Français. Alors quand je dis Français, c'est pas seulement les Français de souche, c'est vraiment tous les habitants de la France, à défendre cette proposition en signant donc une pétition. Donc, oui, mais franchement, c'est innovable. Là, ils sont en train de vouloir supprimer complètement l'APL. Alors qu'il y avait déjà une partie de l'APL qui était prise en charge par les bailleurs. Les bailleurs avec le RLS, la réduction, je ne sais plus comment ça s'appelle, des logements sociaux. Je veux dire, ça représente un manque à gagner. Alors on entend souvent aussi dire que les bailleurs sont riches, oui. Ce qui n'est pas vrai. Mais ils prennent à leur charge une part importante de ce qui était perçu comme APL auparavant. Et ça se chiffre, même un petit bailleur, je dirais par exemple de 8 000 logements, ça représente plusieurs millions, quoi. Et plusieurs millions dans un budget qui manque dans un budget d'un bailleur, c'est plusieurs millions pour des travaux, pour de l'entretien. Et ça, c'est l'État qui l'a décidé. Donc la CLCV a lancé donc une pétition qui se trouve sur change.org. Alors, là, c'est vrai qu'à la radio, je ne peux pas montrer, je pourrais le montrer à la caméra, le QR code. Le QR code, oui. Le QR code. Mais en fait, pour signer cette pétition, on peut aller soit sur le site de la CLCV, qui est le site... Mais on le trouve aussi sur Facebook, non ? On le trouve sur notre Facebook, ouais. Et voilà, sur Facebook, je pense aussi... Donc si on va sur le Facebook national, on doit le trouver aussi ? Mais sur la page Facebook de la CLCV Malzéville aussi. Il y a vraiment plusieurs associations qui ont des pages Facebook, qui sont aussi sur d'autres réseaux et qui peuvent, qui ont partagé cette information. Nous, on va être destinataire de cartes postales pour quand on va faire des animations, pouvoir aussi aller au contact des personnes qui n'ont pas Internet. Et qui là pourront renvoyer. C'est une carte qui est adressée à Monsieur Macron, qui n'a pas besoin de timbrer ni rien du tout, et sur laquelle les personnes donc marquent peut-être leur nom et prénom. Et voilà, pour pouvoir dire de renvoyer après sur Paris, à l'Élysée, à Monsieur Emmanuel Macron. À la lecture du communiqué de presse, là, on nous indique le numéro de téléphone de Jean-Yves Manot. Alors si on le donne, ouais, non, peut-être pas. Je pense que c'est son numéro de téléphone pour professionnel. Oui. Et je pense que là, sur le communiqué de presse, il était surtout destiné aux organes de presse, que ce soit la presse écrite ou la presse... Non, parce que c'est amusant, quoi. Oui, je ne suis pas sûre que Jean-Yves Manot appréciera si je donne son numéro de téléphone. Je peux toujours essayer, mais... c'est un communiqué de presse, quand même. Voilà. Voilà. Alors, il y a ce communiqué... Sur le site internet, ce communiqué y est. Il y a également un dossier de presse qui est beaucoup, beaucoup plus complet. Alors, je pense que ça, c'est important d'en prendre connaissance. Voilà. Il y a par exemple... Parce que là, les gens, déjà, l'APL, il y en a, ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Voilà. Donc là, le dossier de presse, il reprend vraiment en plus justement des statistiques qui ont été faites sur ce que ça représente, l'APL, etc. Donc c'est un dossier qui est vraiment très, très complet.
Moi, j'ai juste pris le communiqué de presse parce que c'était déjà une synthèse, mais déjà un petit peu long, voilà, à lire à l'antenne. Mais voilà, on peut aller sur le site internet pour retrouver donc le communiqué de presse, retrouver le dossier de presse. On peut aussi trouver après on peut être redirigé, parce qu'il y a le lien pour être redirigé sur la pétition. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Ben écoute, je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est et ça sera suivi, quelque chose qui va être suivi jusque l'été. On en était en début du mois déjà à 25 000 signataires de la pétition. Ouais, c'est insuffisant. Hein. Il faut vraiment. Voilà, il faut vraiment mettre le paquet et il faut pas se dire, je suis pas locataire, donc je suis locataire mais je touche pas l'APL, donc ça ne m'intéresse pas. Non, c'est ça, ça concerne tout le monde, ça. Voilà, je suis pas concernée. Là, c'est vraiment. Il faut quand même se dire que le logement, alors notamment même le logement social, c'est un vrai modèle économique en Europe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres pays comme la France qui le font. Le logement social, il y a déjà moins d'argent puisque le 1% de logement n'est plus 1%, mais a nettement baissé, parce que justement, l'État se désengage du logement social, donc il faut arrêter la casse. Voilà. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Alors Sylvie, tu vas nous parler maintenant du bonus réparation. C'est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, on en a déjà un petit peu parlé quand on avait parlé que la CLCV avait la charge justement de l'Observatoire du Fonds réparation des appareils électroniques et électriques, ce qu'on appelle les 3E. Donc, la CLCV a été choisie afin d'étudier le bon fonctionnement de ce dispositif. C'est national, ça. Hein. Voilà, c'est national. Donc, le bonus réparation, c'est aussi dans le cadre de l'AGEC. La loi donc pour éliminer tout ce qui est... pour avoir une consommation aussi vertueuse de tous ces appareils qu'on a un petit peu tendance trop rapidement à mettre au rebut. Donc pour ce second bilan, c'est quand même, moi je ne pensais pas que ça représentait autant de trucs à faire. Ce second bilan, donc la CLCV a analysé 158 132 réparations d'équipements, d'appareils électriques et électroniques, tels que les télévisions, les lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, répartis sur 4641 points de réparation, que ce soit des sites physiques, des techniciens itinérants et des sous-traitants donc, qui viennent à domicile, qui sont regroupés au sein de 806 entreprises à partir des données. Donc c'est des données qui ont été fournies par les éco-organismes sur la période du 15 décembre 2022 au 4 décembre 2023. On en a déjà parlé, ça. Hein. Voilà. Ce bilan a fait l'objet d'un communiqué de presse, ce qui est sorti le 4 janvier 2024, et que l'on peut retrouver, comme tous les communiqués de presse, on peut le retrouver sur le site www.clcv.org. Ah, il faut le dire haut et fort, ça. Hein. Voilà. Donc, voilà, il est dessus. Alors, c'est pareil, il y a aussi, comme à chaque fois, il y a le communiqué de presse, et puis après, il y a le dossier de presse, qui est beaucoup plus conséquent, qui reprend un certain nombre de chiffres supplémentaires. Voilà, donc, mais revenons, on revient à nos moutons, hein, on parle du bonus réparation. Donc, on ne sait pas encore trop, tout le monde ne sait pas encore bien ce que c'est. Donc, le bonus réparation, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la fameuse loi AGEC, et il était déployé donc depuis 2022, au mois de décembre. Donc, le bonus réparation, c'est un montant qui est déduit directement de ma facture. Le produit donc doit avoir été, bien entendu, réparé chez un réparateur labellisé. Je ne peux pas aller chez n'importe qui comme ça. Non, il y a vraiment des réparateurs qui sont labellisés. L'objectif, c'est lutter contre l'obsolescence programmée et inciter les Français à avoir une consommation écologiquement responsable. Je pense qu'il y a encore du boulot. Hein. Il y a du boulot, là. Ce bonus est un dispositif dont le financement repose entièrement sur les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes agréés par l'État, tels que Écosystème, Écologique ou Refashion. Ce bonus a été mis en place pour encourager les consommateurs à faire réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer. Il concerne plusieurs appareils du quotidien avec des montants variables. C'est-à-dire que selon l'appareil qui va être réparé, le montant du bonus sera différent.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme appareils qui sont concernés par ce bonus-là ? Voilà, donc la réparation porte sur des produits qui ne sont pas couverts par une garantie. C'est-à-dire que tant que mon appareil il est sous garantie, je vais le faire réparer dans le cadre de la garantie. Du coup, ça ne me coûte rien. Et je ne fais pas entrer je ne pars pas dans ce principe du bonus réparation. Jusqu'au 31 décembre 2023, le bonus s'appliquait à une trentaine de types de produits électriques et électroniques. Alors, je dois avouer que je n'avais même pas été voir, moi, tout ce qui était éligible. Donc, il y a des appareils d'entretien, comme les aspirateurs, centrales vapeur, fer à repasser, défroisseurs. Les appareils de cuisine, les bouilloires, les extracteurs de jus de fruits, les grille-pains, machines à café, PRS agrumes. Il y a également des matériels de sport, les rameurs, tapis de course, etc., les vélos d'appartement. La mobilité électrique, donc les vélos à assistance électrique, les trottinettes électriques, les gyroroues et les hoverboards. C'est quoi ça, les hoverboards ? Alors, tu n'es pas obligé de me demander, je ne sais pas. C'est les trucs unitaires, là, c'est pas ça? Non, ça, c'est les gyroroues, c'est les personnes qui ont justement une seule roue avec une pédale de chaque côté. Il y a le gros électroménager, alors il y a les caves à vin. Ah, ça, c'est intéressant. Je ne savais pas que... les congélateurs, les cuisinières, les fours encastrables. Alors, jusqu'au 31-12, il n'y avait pas les micro-ondes, mais depuis le 1er janvier, si. Il y a les hottes aspirantes, les lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, sèche-linge, plaque de cuisson. Ça, c'est ce qui était prévu. Il y a également des appareils de l'image et du son, comme des amplificateurs, des appareils photo, chaîne Hi-Fi, les appareils connectés. On peut faire réparer son drone. Il faut juste avoir un drone. Sont concernés aussi les téléphones mobiles, les appareils de bricolage, tels que les perceuses, visseuses, les appareils d'entretien du jardin, taille et tondeuse, les appareils liés à l'informatique, ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux et les instruments de musique. Et puis depuis le 1er janvier 2024, 24 nouveaux appareils sont exigibles, tels que les friteuses électriques, les fours micro-ondes, les robots multifonctions, etc. Voilà. Alors, donc par contre, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est nécessaire que les appareils électriques ou électroniques ne doivent pas présenter de défaut d'entretien ou que le problème ne soit pas la conséquence d'un usage non conforme. Je suis en train de penser là... Tu penses à quelqu'un qui a envoyé balader un trousseau de clés dans un écran d'ordinateur portable. Là, bien sûr, ça ne marche pas. Ça n'est pas un usage, c'est pas un usage normal. Mais bon, moi j'en connais aussi qui des fois ferment l'ordinateur portable en laissant un stylo. L'écran, il n'aime pas non plus, il est aussi cassé. Mais bon. Donc voilà, ça c'est vraiment... par exemple, je sais pas, moi je pense aussi à quelqu'un qui, un matin, met en route son grille-pain, et une grille-pain, il y a une belle lumière. Une étincelle. Une belle étincelle et le grille-pain ne fonctionne plus. Voilà, mais ça c'est pris en charge. Alors déjà pour savoir ce qui est pris en compte, etc., il suffit vraiment, alors là c'est pareil, c'est toujours la même chose, il faut avoir Internet, mais si on va sur Internet et qu'on cherche le bonus réparation, on tombe vraiment sur de l'information sérieuse, etc., site gouvernemental et compagnie, et qui nous oriente et qui nous donne vraiment toute l'information dont on peut avoir besoin. Donc après, il s'agit de savoir comment, on sait que j'ai un appareil qui ne fonctionne plus, c'est de savoir comment je peux obtenir cette aide. Parce que savoir que je peux bénéficier d'un bonus, mais si je ne sais pas comment faire. Donc pour bénéficier du bonus réparation, je dois m'adresser chez un réparateur qui est labellisé Quali Répare. Donc déjà, on peut le voir si on va chez un réparateur, il y a un magnifique logo, c'est un petit bonhomme bleu avec les deux bras levés. Et à côté, c'est écrit label Quali Répare. Alors on peut se dire ça peut être un logo qu'il a récupéré, etc. Mais c'est pareil, cette liste, elle est aussi sur Internet. Donc ces réparateurs, ils sont référencés pour leurs compétences professionnelles. Tous les types de réparateurs y sont représentés. Il y a des artisans, des réparateurs indépendants, des réparateurs industriels, les services après-vente de grandes enseignes, les fabricants et les SAV, donc des distributeurs. Donc pour trouver... Il y a un site internet pour ça. Ouais, voilà. Déjà, même, on trouve certaines choses déjà via les sites gouvernementaux. Mais vraiment, voilà, si on veut être plus rapide, on va sur le site écosystème.eco.
donc ECOSYSTEM.ECO, pour identifier les points de réparation labellisés, afin de bénéficier d'une réparation d'abord qui va être garantie et d'une réduction forfaitaire du prix de la réparation mentionnée directement sur la facture. Alors, sur leur truc de leur moteur de recherche là, sur écosystème, il suffit juste de noter le nom de l'appareil, c'est-à-dire si c'est un grille-pain, par exemple, et la ville où je me trouve. Et là, on me propose, autour de mon lieu de résidence, on me propose donc une liste de réparateurs et je choisis si je veux un réparateur indépendant ou une grande chaîne ou quoi que ce soit. D'accord. Donc ça, c'est le premier bonus réparation. Ça concernait donc les équipements électriques et électroniques. Et depuis 2023, au mois de novembre, il y a un nouveau bonus réparation qui concerne les textiles et les chaussures. D'accord. C'est tout nouveau. Alors ça fonctionne un petit peu de la même manière. Hein. Et tu as déjà eu des échos sur le fonctionnement de ce truc-là ? Alors, il y a quelque temps, j'étais allée voir, moi déjà, quand on en avait parlé une première fois, j'étais allée voir sur Internet. Et en fait, on voyait qu'il y avait vraiment quasiment rien pour Nancy. D'accord. Voilà, donc c'est le même principe que le bonus réparation. Donc, ça va être pour faire... Alors là, pour le cas, par exemple... Alors, quelqu'un qui a besoin d'aménager ses chaussures parce qu'avec un problème particulier, ça ne prend pas en charge. Là, c'est vraiment une réparation. Par exemple, faire refaire une semelle, le patin d'un talon d'une chaussure, ou rapiécer un habit, un accroc ou une déchirure donc sur un vêtement. Peut-être aussi, mais j'ai pas été regarder, par exemple, si on a une fermeture éclair qui ne fonctionne plus. Là, c'est vraiment de la réparation. Tu as un pantalon avec un accroc, 7 €, c'est bien quand même. Hein. Voilà, ça dépend en plus du pantalon. Et on est vraiment toujours dans la même démarche de dire... je ne mets pas la poubelle parce qu'il y a un petit quelque chose, j'essaye de réparer. Par contre, il faut que la réparation ait un coût minimum. Voilà. Alors, quand on sait, par exemple, que quand on fait refaire, même dans une grande surface, si on fait faire un ourlet à un pantalon, on en a pour 10 €. Donc là, les 12 € de réparation, je pense que c'est vite arrivé. Donc, il faut effectivement ce minimum de réparation de 12 € pour que le bonus s'applique. Par exemple, s'il y a quelque chose de 5 €, il n'y aura pas de bonus. Oui, mais quand par exemple tu as un ourlet là, à faire, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas de la réparation. C'est pas de la réparation. Voilà. Hein, c'est indiqué sur le site. Ça porte uniquement sur les réparations et ça ne s'applique pas pour une retouche qui vise à ajuster la taille d'un vêtement donc, ou la longueur d'un pantalon. Il y a certains articles qui ne sont pas exigibles au bonus réparation et on peut aussi comprendre pourquoi. La lingerie, par exemple, les sous-vêtements, les chaussettes. Alors d'abord, maintenant, qu'est-ce qui repriserait des chaussettes ? Mais aussi les vêtements en cuir ou en fourrure naturelle, parce que là, c'est aussi d'autres techniques quand même. Et encore, par exemple, les vêtements techniques de sport à usage non quotidien, comme les chaussures de ski, par exemple. Hein, tu peux avoir un problème avec tes chaussures de ski, tu peux toujours les faire réparer. Si tu trouves le cordonnier qui va faire le boulot, c'est possible. Mais si tu as un manteau en vison, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Mais là, par exemple, même pour les chaussures de ski, tu peux les faire réparer, mais tu ne pourras pas bénéficier du bonus. Voilà. Et c'est pareil hein, pour trouver le professionnel. C'est la même chose, c'est de taper bonus réparation donc dans nos moteurs de recherche. On trouve toutes les informations. Et puis après, on a aussi également un site où on va écrire ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on se trouve, et il va nous proposer. Alors moi, j'ai regardé par exemple pour nous, en marquant habitant Saint-Max, et là, on va avoir tous des petits points qui vont se mettre et qui vont nous indiquer le lieu où on va avoir de la réparation textile aux chaussures, et à chaque fois, il y a le petit pictogramme, soit le pictogramme d'un t-shirt pour la réparation textile, soit une chaussure pour de la réparation de chaussures. Alors, il n'y a pas encore un grand nombre de professionnels qui sont inscrits dans ce processus. Sur Nancy, par exemple, il y en a un en bord de Meurthe. Hein. Et puis, moi, je me disais aussi qu'il y a peut-être aussi des professionnels qui ne sont pas encore au courant. Moi, par exemple, je sais que je vais pour mes problèmes personnels de chaussures chez un cordonnier. Il ne figure pas dans les cordonniers qui sont proposés, mais peut-être qu'il n'est pas au courant. Donc, il n'y a peut-être rien non plus qui nous empêche, nous, d'en informer notre professionnel que l'on fréquente, et puis de lui proposer, pourquoi pas, de pouvoir faire bénéficier ses clients de cette remise. Voilà, donc je trouve que c'était important parce que même par exemple, il y a quand même souvent, par exemple, pour des chaussures, il y a quand même des personnes qui font
qui font refaire leurs chaussures parce que les semelles sont usées ou les talons. Et ça peut être toujours intéressant de pouvoir avoir une petite remise dessus. Voilà. Donc si les personnes ont des retours même sur ces bonus réparation, ils peuvent aussi nous en faire part via les coordonnées que tu ne vas pas tarder à nous donner, je pense. Oui. On n'a pas du tout d'agenda là. On n'a pas du tout d'agenda, on aura d'autres choses, mais ça sera plus tard. D'accord. Je vais peut-être maintenant donner les coordonnées de notre association, rappelant que CLCV, ça veut dire Consommation, Logement, Cadre de Vie, et qu'on peut nous trouver effectivement à notre bureau à Malzéville, au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin. Pour accéder chez nous, il y a un grand parking. Si vous venez par la ligne Stan, ligne 13, il faut prendre la direction d'Aumartemont, pas parce que sinon vous allez dans l'autre sens, c'est pas bon. Hein. On se retrouve à Oudemont. Vous descendez à l'arrêt Alexandre Ier. Nos permanences ont lieu le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors, le mardi et le jeudi, c'est de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Le mercredi, c'est de 14h30 à 17h. Pour ça, vous pouvez venir à ces permanences sans rendez-vous. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous au 03 83 29 10 96. Vous pouvez aussi nous contacter par email sur malzéville@clcv.org. Donc ça, c'est en dehors des heures de rendez-vous. Hein, c'est pour prendre plus un rendez-vous. Ça peut être aussi même une adresse pour mail avoir des renseignements. Voilà, pour avoir des renseignements. On a maintenant des personnes qui nous posent des questions, qui ont peut-être pas envie de venir à une permanence ou peut-être pas non plus forcément, parce que c'est vrai que le côté pratique du mail, c'est que les gens l'écrivent quand ils veulent. Ils peuvent même l'écrire à minuit et puis voilà, nous on le trouve le lendemain. Donc voilà, on a quand même plus de personnes maintenant qui nous envoient un mail pour nous poser une question. Pour en savoir plus sur notre organisation nationale, vous faites le www.clcv.org. Et puis, je vais lancer un appel. Ouais, lance un appel. Nous n'avons plus de trésorier. Donc s'il y a quelqu'un qui aime les chiffres et puis que ça intéresse... Et puis qui a envie de donner aussi un vrai coup de main, parce qu'on ne peut pas se passer de trésorier quand on est une association, c'est pas possible. D'abord, il faut faire le travail, et puis c'est aussi une obligation, je dirais, liée à notre statut d'association, il nous faut un trésorier. Donc il faut aimer les chiffres, il faut... alors on va pas être trop exigeant, parce qu'après on fait peur aux gens. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse cet appel aussi sur Facebook. Ouais, on va faire l'appel sur Facebook, mais vraiment voilà, le trésorier, c'est vraiment une personne qui est aussi qui vient d'une manière régulière et qui est aussi qui pourra aussi bosser avec moi, qui suis la présidente de l'association, pour travailler sur les demandes de subventions, tout ce travail-là qui est nécessaire et indispensable à la vie de l'association. Nous sommes dans une période qui est assez importante, qui est le renouvellement des adhésions. Ouais. Il est possible, on a envoyé à tous nos adhérents un appel à renouveler leur adhésion. On a pu en oublier, parce qu'il y a des fois des gens qui, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, qui n'ont pas été en contact avec nous. C'est pas un oubli, ils ont pu très bien recevoir un appel à renouvellement, et puis c'est comme ça la vie de tout le monde. Hein. On ne pense pas forcément... Oui, et puis on peut le laisser de côté, et puis du coup on oublie. Donc et c'est pareil, l'adhésion c'est vraiment important, pas seulement pour la somme, quoique le montant de l'adhésion qui est valable quand même pour une année, ce n'est que 30 €, et dans ces 30 €, c'est aussi... il y a notre journal cadre de vie. Il y a le journal cadre de vie, voilà, donc c'est une petite somme. Une partie, ce qui ne correspond pas au cadre de vie, est déductible des impôts. Et puis c'est aussi c'est un vrai soutien, je dirais un peu un soutien politique, je dirais, à l'association, soutenir nos actions, nous soutenir aussi dans tout ce que l'on fait, nous donner aussi de l'importance aussi vis-à-vis de nos financeurs, que ce soit les mairies ou quoi que ce soit. En tous les cas, et là, c'est pareil, pour adhérer, on peut le faire aussi en nous envoyant un mail. Oui. En tous les cas, justement, là, je rappelle que nous soutenir, c'est militer
pour conserver l'APL, pour Voilà. que l'APL soit Réévaluée. réévaluée À sa juste et nécessité. surtout qu'elle ne disparaisse pas. Voilà. On va dire au revoir à tout le monde. Oui, on va dire au revoir à tout le monde. Voilà, Merci à on va Jean-Luc. commencer par dire au revoir à Jean-Luc, Au notre revoir, technicien. Au revoir Christian. Et puis surtout au revoir à nos Tous auditeurs. nos auditeurs. Voilà, on les retrouvera avec plaisir la prochaine fois. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org